RFM Soir, il est 18h, le journal. Habiboulaye Kamara a perdu la vie des suites d'une hémorragie, révèle les résultats de l'autopsie. Son maître coranique, présumé auteur des coups mortels, déféré au parquet. Toujours aucune nouvelle des 3 pêcheurs portés disparus à Soumbédioune. Leur pirogue et moteur retrouvés, les recherches se poursuivent. Cette alerte du réseau national des prestataires d'argent. Le transfert d'argent local au bord de la faillite, les banques et opérateurs au banc des accusés. Le tournoi de qualification olympique, mauvaise opération du Sénégal. Pape Mamadou Ndiaye, seul Sénégalais en lice aujourd'hui, a été battu. Les sports, Abdou Diouf Junior, quartier vert, Youssouf Bodjan. Le débrief avec Ibrahim Malik Djei. Il est manager sportif. Nous allons parler des infrastructures sportives. Prétexte, la pose de la première pierre du stade olympique de Diamniadio. Bienvenue. Bonsoir, Habiboulaye Kamara dit Kamou, c'est le nom du talibé qui a été retrouvé mort au quartier Tchorna de Louga. Et son maître coranique Abdoulatif Sissé, soupçonné de l'avoir battu à mort, a été déféré au parquet. En effet, l'autopsie a révélé un traumatisme crânien par coups et blessures sans fracture crânienne avec hémorragie. Abraham Paul Pouy. L'autopsie montre que l'élève coranique Habiboulaye Kamara dit Kamou est décédé suite à un traumatisme crânien par coups et blessures sans fracture avec hémorragie occipitale causée par un objet contondant. Avec ces résultats, la police qui a ouvert une enquête a déféré au parquet le mis en cause, son maître coranique Abdoulatif Sissé, qui était depuis lundi dans les locaux de la police pour sa sécurité. C'est ses parents qui l'avaient livré. Le corps de Kamou a été donné à sa famille pour qu'il soit enterré. Pour l'appel, le dimanche passé, avant de rendre l'âme, Habiboulaye Kamara, âgé de 13 ans, avait indexé son maître coranique de l'avoir frappé violemment la veille. Après sa mort, la famille a commencé à réclamer justice et les maîtres coraniques parler de mort naturelle. Abraham Paul Pouy Louga, Radio Futur Média. À Dakar, 3 pêcheurs de Soumbédioune disparus en mer. Hier nuit, leur pirogue et le moteur ont été retrouvés au terme des recherches. Les sapeurs-pompiers ont pris le relais pour essayer de retrouver les disparus. Reportage Koumba Sandiane Faye. Les 3 pêcheurs partis en mer hier dans la soirée tardent toujours à faire signe de vie. 24 heures après leur départ, l'inquiétude est totale au quai de pêche de Soumbédioune. Djibril Ciss est pêcheur. Ils devaient revenir le matin. Toutes les autres pirogues parties en mer en même temps qu'eux sont de retour. C'est une pirogue en bois. On a aperçu la coque de la pirogue. On a quand même récupéré le moteur. Leur pirogue et le moteur retrouvés au large des îles de Madeleine. Larmes aux yeux, Sidi Diouf, le propriétaire de la pirogue qui a chaviré. Dans l'angoisse, nous replonge dans les moments de l'embarcation. Il avait l'habitude d'aller en mer avec cette même pirogue. C'est lui qui l'a gérée. Mais je pense qu'il y a eu erreur. La pirogue a été localisée puis identifiée, mais c'est sans ses occupants. Je fais partie des derniers qui les ont vus. On a même échangé quelques mots hier et puis je les ai souhaité de passer une excellente nuit. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Mais comment ces 3 pêcheurs disparus en sont arrivés là? Pourtant, ces pêcheurs de Soumbédioune disent avoir respecté les consignes de la NACIM. Ils n'étaient pas loin, juste aux îles Serpent ici. Nous suivons bien les consignes de la NACIM. Certains éléments des sapeurs-pompiers alertés sont sur place, tandis que d'autres sont à la recherche de ces 3 pêcheurs disparus. Laissons tous Soumbédioune dans l'ambiance de deuil. En plus bref, arrestation à Touba d'un commerçant âgé d'une 40aine d'années. C'est au quartier Ndam. Il est poursuivi pour tromperie sur la qualité d'un produit. C'est du riz de mauvaise qualité qu'il reconditionnait dans des sacs avant de les remettre sur le marché. Les policiers ont saisi 4 tonnes du riz en question. Une enquête est ouverte. 18h06 sur la RFM. La Sénélec veut répondre aux besoins de sa clientèle d'affaires qui représente 1% de ses
clients et recouvrer ainsi 50% de son chiffre d'affaires. C'est à travers une rencontre d'échange et de partage avec le secteur privé et les usagers que la société a voulu faire part de l'ensemble des investissements effectués par la boîte. Elle compte accompagner les clients et mieux les servir en leur offrant une énergie de qualité. Compte rendu Oumoukel Soumli. La bonne présence de la clientèle de la Sénélec dans le chiffre d'affaires de la société, une des préoccupations de la direction, un acquis de 50% à préserver pour mieux satisfaire ses clients. Pape Demba Bitèye est le directeur général de la Sénélec. Permettre aux agents de Sénélec d'avoir un meilleur suivi de ses clients pour leur apporter conseil, pour les donner tout ce qu'ils doivent comprendre pour mieux utiliser l'énergie, mais surtout pour mieux optimiser leurs factures. Du côté des usagers, on propose des solutions pour mieux accompagner la Sénélec. Monsieur Racine Ly. Les factures, elles sont salées pour les industriels que nous sommes, parce que pour être compétitif, je pense que le coût de l'énergie devrait être revu à la baisse pour permettre aux entreprises, surtout dans le cadre du plan Sénégal émergent, pour permettre à nos entreprises d'être vraiment compétitifs, que l'État puisse répondre aux demandes des industries. Le secteur privé, un des partenaires de la Sénélec, veut apporter sa contribution au rayonnement de la boîte pour l'intérêt de tous. Mortal Khan est le directeur exécutif de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. Nous avons la possibilité aujourd'hui d'avoir un partenaire avec qui nous pouvons discuter, ouvrir des perspectives et aller de l'avant. Je pense que c'est une coopération, un partenariat gagnant-gagnant, intelligent, que nous partageons et sur laquelle vraiment nous invitons, nous félicitons la Sénélec à poursuivre dans cette direction. Associer la clientèle à la gestion de la Sénélec, une manière de favoriser une utilisation correcte de l'énergie et l'optimisation de leurs factures. L'UEMOA et la CEDEAO élaborent une liste commune des projets prioritaires d'infrastructures. L'objectif est de renforcer la croissance économique et l'intégration africaine. D'ailleurs, des experts des deux entités ont commencé les consultations. C'est à travers un séminaire de 2 jours afin de trouver les financements pour la mise en œuvre des projets. Aïssatou Faye-Bodjan. L'Afrique fait face à un manque criard d'infrastructures. C'est ce qui explique sa marginalisation dans l'économie mondiale, selon Pathé Gueye, commissaire des infrastructures de la commission de la CEDEAO. Aujourd'hui, le commerce intra-africain, ce qui constitue un handicap pour la croissance et le développement. La CEDEAO veut porter ce taux de croissance à 40% d'ici l'an 2040. La contrainte majeure, c'est le déficit en infrastructure au niveau de l'espace CEDEAO. Ainsi, pour renverser la tendance, l'UEMOA et la CEDEAO ont décidé de travailler en synergie. Les deux commissions de la CEDEAO et de l'UEMOA qui travaillent dans la même région, qui travaillent pour les mêmes pays, ont décidé de travailler en synergie pour assurer de la cohérence dans leur action et apporter une réponse commune de la région face à tous nos partenaires. Le secrétaire d'État chargé du réseau ferroviaire, Mayacine Camara, estime que chaque pays doit assurer sa part pour une interconnexion facile. Nous devons développer une ligne sur Ziguinchor, nous devons développer aussi une ligne vers le nord. Et la ligne de Ziguinchor va effectivement être favorable à la Guinée-Bissau, par exemple, qui est aussi un pays de la sous-région, surtout avec les mines de bauxite de Bafa à Guinée-Bissau. Mais aussi le projet du Nord pourra aussi intégrer le chemin de fer vers le Maroc. Aujourd'hui, la problématique est d'agir au niveau national en pensant le niveau sous-régional. Le séminaire regroupant des experts de l'UEMOA et de la CEDEAO a pour objectif d'engager des consultations en vue de mobiliser les financements pour la mise en œuvre des projets. Aïssatou Faye-Bodjan, le transfert d'argent local au bord de la faillite, l'alerte et de ses prestataires regroupés autour du RENAPTA. À en croire le réseau national des prestataires d'argent, il y a une complicité entre les banques et les opérateurs pour ne pas appliquer l'instruction 13 de la BCEAO qui organise les transferts d'argent. Une violation de la loi devant laquelle l'État est resté aphone, dénonce le RENAPTA qui avertit quant aux conséquences que pourrait engendrer cette situation. Halil Ndiaye, le président du réseau, au micro de Pape Diba. Nous dénonçons une complicité de la part des autorités. Qui sont ces autorités? C'est des organes de contrôle et de gouvernance d'un secteur. Le transfert obéit à des règles. Travaillons sous l'égide d'une instruction, l'instruction 13 de la BCEAO, qui a été promulguée en mai 2016. Et nous sommes dans un pays organisé. Quand des lois sont votées, c'est pour être appliquées.
nous avons constaté que depuis que cette loi est sortie, il n'y a jamais eu d'application. Et la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui est exactement la conséquence de la non-application de l'instruction 13, qui pourtant est claire, dévolue aux banques un rôle, à l'opérateur un rôle. Après avoir fait sa plateforme, la plateforme est confiée à des banques. C'est des banques qui ont l'agrément. C'est ce qui n'a jamais été fait. Et aujourd'hui, ces banques-là ont le tête de complicité ou d'arnaque parce qu'elles acceptent de prendre des commissions, mais elles n'acceptent pas de jouer le rôle que leur devait ouvrir des comptes pour des prestataires, avoir un rapport direct avec l'entreprise, surveiller et garantir la traçabilité de l'argent. C'est ce qui manque. Et nous avons écrit à qui des droits, au ministère des Finances, du Commerce, à tous ces secteurs-là que nous pensons qu'ils gouvernent le secteur du transfert. Mais aucune de ces structures-là n'a donné suite à nos appels. Nous continuons à dénoncer. Aujourd'hui, ce n'est plus de la dénonciation, c'est un constat. C'est des structures qui ferment boutique. Baraka Solution, Yoni plus récemment, est parti avec des centaines de millions. Aujourd'hui, c'est le Wari qui est en grosse difficulté. Et c'est des menaces de perte d'emploi, des milliers et des milliers d'emplois. C'est pourquoi nous disons que tout cela s'est passé. C'est parce qu'il y a eu la complicité des organes dirigeants. À l'instant, Khalil Ndiaye, président du RENAPTA. Reparlons de la décision du chef de l'État de suspendre toutes les acquisitions de véhicules de fonction et de services au nom de l'État. La mesure entre en vigueur ce jeudi. Explication de cette décision prise en Conseil des ministres hier. Maguette Sane, il est le directeur du matériel et du transit administratif. Il est avec Babacar Fall. C'est vrai qu'on va s'inspirer de l'exemple rwandais, mais ce n'est pas exactement ce qu'on va faire. Le Rwanda va fortement nous inspirer parce qu'il y a eu des missions qui ont été faites au Rwanda pour des benchmarking, un peu pour voir ce que le Rwanda a réussi. On va s'en inspirer fortement, mais je crois que le président veut aller plus loin vers l'élimination carrément des véhicules de fonction. Il y a les véhicules de fonction, il y a les véhicules de service. Quels sont les véhicules qui sont concernés par la mesure? Bon, les véhicules de fonction, c'est les hautes autorités de l'État, c'est les ministres, les directeurs généraux, les directeurs les directeurs généraux, que ce soit d'agence ou bien, en tout cas, une certaine catégorie. Les hauts magistrats, c'est une liste très restreinte, en tout cas. D'après le décret 2008-695 qui réglemente l'acquisition et l'utilisation des véhicules administratifs. Bon, maintenant, il y a eu des abus parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus de personnes qui ont des véhicules de fonction que prévu par la réglementation. Les véhicules de service, il va y avoir une réforme. Ça va être désormais géré en pool. Un véhicule de service, on ne peut pas s'en passer parce qu'il faut nécessairement que le courrier de l'administration soit acheminé. Il faut que l'administration aille en mission à l'intérieur du pays. Mais je crois qu'avec la réforme, ça va être vraiment très encadré. Et seulement ceux qui ont droit à un véhicule de fonction auront droit à entrer dans ce système-là, qui permet aux fonctionnaires, en tout cas, de participer, en tout cas, à l'acquisition du véhicule qu'il va désormais utiliser. Donc l'administration dépensera moins pour acheter des véhicules, va dépenser moins pour faire l'entretien et dépensera moins en termes d'achat. Bonsoir Abdou Diouf Junior. Bonsoir Fama Dione. Nous parlons Tekio de boxe. Le premier Sénégalais a chuté. Pape Mamadou Ndiaye a perdu son combat face à un Angolais. Les préliminaires du tournoi ont démarré cet après-midi. 11 combats ont été livrés jusque-là. Nous y reviendrons plus en détail avec Sodatia. Mais déjà, écoutons Thierno Seydouba sur les préparations et tout ce qui a été prévu pour rendre la fête plus belle. Nous l'écoutons. Le 25, nous aurons 3 combats. Mais le groupe a été amputé de 2 boxeurs, malheureusement. Ce n'est pas seulement le Sénégal, parce que au CIO, ils sont très stricts. Pour l'un, il manquait une signature sur le carnet médical, le livret médical. Donc, nous avions quelques minutes pour réparer cela. Alors, le deuxième vice-président et l'entraîneur des filles sont allés revoir le docteur c'est lui qui avait omis de signer une partie. Il avait fait une signature et avait omis de signer au milieu du livret. Il y avait une page qui devait signer aussi. Et quand ils sont revenus, les gars avaient fermé l'inscription. Celui qui est venu de Suède, lui, on l'avait appelé pour pallier l'absence de Diaho. C'était le réserviste. Il est revenu, mais malheureusement, il ne remplissait pas toutes les conditions pour pouvoir monter sur le ring. Nos boxeurs ont besoin de l'appui du public
pour faire une bonne prestation. Alors nous demandons à tous les Sénégalais qui peuvent venir de le faire. Les bus sont à leur disposition. Nous changeons de discipline pour parler football. Le Sénégal toujours plus fort en Afrique. Les Lions conservent leur première place au classement FIFA du mois de janvier, publié ce jeudi. Le Sénégal qui est donc devant la Tunisie, deuxième, suivi du Nigeria, de l'Algérie, championne d'Afrique. Le Sénégal conserve également sa 20e place mondiale derrière la Belgique. Toujours numéro 1, la France et le Brésil conservent le podium. 16e de finale de la Ligue Europa, les premiers matchs sont en cours. À l'instant, donc, des matchs à suivre sur les télévisions européennes, bien évidemment. Des matchs dont nous reviendrons sur les différents résultats de ces matchs tout à l'heure. Mais notez déjà qu'il n'y a que 2 buts marqués sur les différentes pelouses. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Certainement. Merci beaucoup Abdou Diouf Junior. Quartier vert avec Youssouf Bodjan. Bonsoir et bienvenue. Le concept éco-école, une réalité au collège de Boukitingo dans le département de Oussouye, région de Ziguinchor. Les élèves y allient production végétale et protection de l'environnement à travers une brigade verte, des activités écolo supervisées par leur encadreur Mamadou Lamine Djiba, professeur de SVT. On s'est dit que pour mieux outiller les jeunes à faire face aux menaces qui pèsent aujourd'hui sur nos écosystèmes, mieux vaut commencer dès le bas âge pour essayer d'installer en eux l'amour de l'environnement et aussi des outils pour faire face à cette menace qui pèse sur nos écosystèmes. On a commencé par des pépinières. Au début, c'était pas évident parce que beaucoup d'élèves ne comprenaient pas. Mais avec une communication positive, petit à petit, ils ont compris. Donc nous avons accepté de sacrifier nos heures de récréation pour occuper un peu les élèves parce que nous sommes en milieu rural. On les forme à faire des pépinières, à faire d'abord la sélection des graines, à charger des gaines, à entretenir des pépinières. C'est eux-mêmes qui apportent les graines. C'est un système de cotisation de semences. Et donc, nous avons choisi plusieurs variétés. Vous avez l'allée des fleurs, nous avons choisi des fleurs, mais nous avons plusieurs espèces d'agrumes. Des agrumes tels que les tangelos, nous avons des marcellinas, nous avons des pomelos ici, nous avons des limes de Tahiti. Et nous avons presque 70 papayes qui sont là. Et les agrumes tournent autour de 80 agrumes. Et les pépinières, nous avons des citronniers qui tournent autour de 450 pieds de citronniers. Bon, là, nous occupons toutes les parties qui sont vides, qui ne sont pas occupées, qui n'ont pas de bâtiment. Au lieu que ces parties soient envahies par des herbes, alors on s'est dit mieux vaut planter utile et organiser l'espace de façon que ça soit un espace attrayant. Les élèves sont au centre du projet Éco-École. L'objectif, développer en eux la notion de protection de l'environnement. Le club Éco-École de Boukitingo est présidé par Aminata Diatta. Ici, on nous demande de planter les arbres parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'arbres, il y a trop de vent. On nous apprend à faire le greffage, de comment planter les arbres, tout ça. En arrivant, si tu es venu très tôt, tu vas arroser les arbres. Tu arroses, s'il y a quelque chose à faire, l'arbre n'a pas d'eau, tu arroses. S'il y a quelque chose qui manque là-bas, tu mets là-bas ou des herbes pour baisser les humidité. Est-ce qu'aujourd'hui, les plantes, ça pousse bien? Ça pousse bien, oui. Ça pousse normal. Parce qu'on travaille sans mettre les engrais chimiques, on travaille avec toute la nature. Par exemple, le paillage, on fait ça tout sans mettre là-bas de l'engrais. C'est le paillage qui tient l'humidité pour les vers se nourrissent là-bas. Et vous pensez que c'est une bonne chose? C'est une bonne chose, oui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'arbres, il y a beaucoup d'essence dans la nature, il y a trop de vent, c'est pourquoi on plante les arbres. Parce que il y a les changements climatiques qui changent toujours. Au-delà de l'aspect éducation environnementale, Éco-École permet aux professeurs de SVT de faire des travaux pratiques avec les élèves. Une initiative saluée par l'inspecteur d'académie de Ziguinchor, Cheikh Faye. Ce processus de production végétale, c'est des processus classiques qui sont enseignés en SVT. Mieux encore, d'autres techniques ou pratiques culturelles comme le bouturage, le marcoutage, tout ça c'est des choses qui sont apprises de manière théorique dans les classes et que les élèves ici pratiquent dans la cour dans le cadre de ce projet-là. Donc c'est juste pour dire que ces activités déroulées en extramuros dans le cadre de ce projet fécondent les activités pédagogiques en intramuros en ce sens que ça permet de pourvoir le professeur de SVT
en prérequis, mais également en matériel biologique, ce qui facilite naturellement les enseignements apprentissages. Mais mieux encore, ça permet aux professeurs dans la cour de pratiquer, d'expérimenter, n'est-ce pas, des théories et des concepts enseignés en situation de classe. Au-delà de ça, maintenant, dans le côté éducation environnementale, c'est une autre dimension de ce projet-là. Parce que voilà une école qui a non seulement une cour bien aménagée, mais avec la brigade d'hygiène, n'est-ce pas, la propreté est maintenue. Et mieux encore, les ordures sont valorisées dans le processus qu'on appelle le compostage et qui est l'engrais issu de ce processus de compostage-là est utilisé dans la fertilisation. C'est des méthodes très écologiques, très bio et même dans la protection, n'est-ce pas, des plantes contre les insectes. Ils n'utilisent pas de pesticides. Ils ont développé, avec l'aide d'étudiants de l'université qui étaient de passage, des techniques de production de produits bio qui peuvent être utilisés pour protéger les plantes. Des propos recueillis par Lamine Ba qui a entièrement réalisé ce numéro de Quartier Vert. À la semaine prochaine, même heure, même quartier, même planète. RFM Soir. RFM Soir. Bonsoir Malik Jay. Oui, bonsoir. Vous êtes manager sportif. Le chef de l'État procède à l'instant à la pose de la première pierre du stade olympique. Une capacité de 50 000 places. Il va coûter 155 milliards. Alors, comment appréciez-vous cette infrastructure par rapport au coût, d'autant plus qu'il y a des stades à l'arrêt. Je pense notamment à Demba Diop et au stade de l'Amitié. D'abord, commencer par féliciter le président de la République pour l'initiative prise. Néanmoins, même s'il y a beaucoup plus d'urgence par rapport aux infrastructures, c'est vrai qu'avec les Jeux Olympiques de 2022, on a besoin de ça. Mais vu la situation, il y a plus d'urgence par rapport au terrain. Par exemple, le terrain de Demba Diop, le terrain de Assane Diouf, les petits terrains là qui vont permettre au championnat local de se dérouler correctement. Aujourd'hui, il y a des clubs qui peinent à jouer des matchs correctement. Et le coût, à dire vrai, c'est exorbitant. 150 milliards. Vraiment, il y avait de la place pour faire beaucoup plus de stades et beaucoup plus d'infrastructures sportives. Mais néanmoins, plus que l'initiative est prise pour faire un terrain de ce niveau, de ce standing, nous pouvons que saluer et espérer que d'autres petits stades de niveau national, de niveau international vont émerger après, Inch'Allah. Parlons maintenant de la gestion. Comment doit-on gérer ce stade olympique? Doit-on toujours confier sa gestion à la direction des infrastructures ou bien? Mais c'est le problème. La gestion, c'est le problème des infrastructures sénégalaises. Aujourd'hui, vous remarquerez avec moi que les stades peinent difficilement parce que toujours, on se limite pas simplement au football ou bien aux autres activités sportives. Il y a toujours d'autres éléments externes qui vont venir s'ajouter sur le plan sportif, ce qui pose des problèmes. Maintenant, le confier à la gestion des infrastructures peut régler le problème, peut aussi être un désavantage. Je pense que pour ces genres d'infrastructures, il faut mettre en place une structure particulière capable de gérer ces genres d'infrastructures-là. Donc, vous n'êtes pas pour que sa gestion soit confiée à la direction des infrastructures. Vous voulez que de tierces personnes s'en chargent? J'aurais bien aimé que ça se fasse comme ça, même si c'est des cadres privés à qui on donne la gestion afin de pouvoir gérer ça correctement, assurer la rentabilité, mais aussi assurer la bonne gestion. Justement, oui, allez-y. Parce que vous savez, pour des infrastructures là, il faut rentabiliser. Il ne s'agit pas de mettre 150 milliards pour mettre en place un stade de 50 000 places et après que ça soit vide. Qu'on y joue simplement des matchs de football. Justement, comment rentabiliser ces stades, investir, comme vous venez de le dire, 155 milliards sur une infrastructure qui sera dormante, à moins qu'il y ait de grandes compétitions, comment y remédier? Mais c'est ça la valorisation. Si maintenant on confie la gestion à des tierces personnes capables d'organiser des événements de haut niveau, la rentabilité va se faire. Et il y aura plus d'organisation, il y aura plus de respect des normes, mais si on le reste dans les mains simplement de la gestion des infrastructures, il n'y aura pas possibilité de viabiliser ni de rentabiliser parce que ce sera une structure purement étatique. Mais quand le privé s'y mêle,
il y aura partage de bénéfices, il y aura partage de rentrées. Donc, la gestion peut être valorisée, peut être multidimensionnelle. Et là, il va avec un peu de stratégie, on peut facilement valoriser ces gens. Et ensuite, avec ces infrastructures, on peut prétendre à accueillir des compétitions internationales, voire même, imaginez par exemple que des gens aujourd'hui, il y a même pas 2 semaines, la France est en train de réfléchir pour confier le trophée des champions à l'Abidjan. Pourquoi pas au Sénégal? Et tant d'autres. Si avec ces infrastructures-là, avec un peu de privé, on peut valoriser la gestion. Malik Djei, la RFM vous remercie.